Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Vaste sujet que sont les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, autrement dit, des films adaptés de livres. Il y a celles et ceux qui ne se posent pas la question, ignorant parfois que les films qu'ils aiment sont au départ des livres. Il y a les littéraires qui se contenteront toujours d'un « le livre sera toujours mieux », se privant parfois de chefs-d'œuvre du cinéma, car ils ne pourront jamais se détacher d'un livre qu'ils considèrent parfait. Et il y a les cinéphiles qui ne désirent pas s'encombrer d'un matériau de base, préférant profiter du produit final. Cinéma et littérature sont deux arts avec pour chacun des codes bien distincts, le passage d'un format à l'autre pouvant donc susciter divers débats. Et cette semaine, j'ai choisi un sujet qui me parle, celui de H.G. Wells. Herbert George Wells, H.G. Wells pour les intimes, est l'un des pionniers de la science-fiction en littérature, avec Jules Verne et Mary Shelley. À 21 ans, en 1895, il écrit et fait publier son premier livre, La machine à explorer le temps, pilier de la science-fiction en littérature. Comme chacun de ses romans en fait. 21 ans et ça crée la science-fiction moderne. Ça force le respect. Le cinéma a porté son œuvre et l'a élargie à un plus grand public. J'ai envie dans cette émission de vous parler d'adaptation et Wells me semble être un bon départ. Nous allons donc voir ici comment les œuvres de H.G. Wells ont été transcrites des rayons de bibliothèque aux salles obscures de cinéma, des livres aux films, des pages aux images. Vous l'aurez compris à ce générique, l'univers de Wells a beau être grand public, il n'en demeure pas moins sombre, vous êtes prévenus. Allons-y. Écrite et se déroulant en 1895 à Londres, l'histoire de la machine à explorer le temps est celle d'un scientifique qui va construire une machine à explorer le temps pour explorer le temps. Oh ça va, c'est le premier à avoir abordé la thématique, évidemment que c'est basique de notre point de vue. On est en 1895, Retour vers le futur, c'est littéralement un siècle après. Donc oui, le postulat est basique, c'est normal, c'est le premier à l'avoir exploité. Et surtout, l'intérêt du livre ne s'arrête pas là. Notre explorateur du temps va atterrir en l'an 802 701, découvrir que l'humanité s'est divisée en deux espèces, les Eloïs, peuple oisif vivant au soleil, et les Morlocks, vivant sous terre car vulnérables à la lumière du jour. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, histoire de ne pas vous spoiler inutilement. Une première adaptation pour le cinéma fut faite en 1960 par George Pell, un petit film sympathique, mais c'est ici le film de 2002 qui va nous intéresser. Déjà parce que c'est le film le plus récent et donc le film que vous êtes le plus susceptible d'avoir déjà vu, mais aussi et surtout parce que ce film fut réalisé par Simon Wells. Oui, Wells. Il s'agit ni plus ni moins que de l'arrière-petit-fils de H.G. Wells. Un beau passage de flambeau donc, d'autant plus que le mec a une petite carrière dans le cinéma d'animation. Il a notamment réalisé seul Balto, co-réalisé Fievel au Far West et surtout Le putain de prince d'Égypte, donc ça c'est plutôt garant d'une certaine qualité. Et aussi, anecdote amusante, il a fait le design de la locomotive à remonter le temps de Retour vers le futur 3. Et ça c'est la méga classe. Mais malheureusement pour lui, il a aussi réalisé Milo sur Mars, dont tout le monde se fout, et qui est encore aujourd'hui le troisième plus gros échec au box-office de l'histoire du cinéma. Et ça doit faire mal. Et pour en revenir à la machine à explorer le temps de 2002, le film a été écrit par John Logan, auteur de Penny Dreadful, Skyfall, Gladiator, Aviator, putain que de bons films, Sinbad, Hugo Cabret, ah putain de merde. Il a aussi écrit Alien Covenant. Ouais, donc autant vous dire que j'étais plutôt mitigé en voyant la gueule du machin. Mais comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture, ne jugeons pas un film sur sa jaquette. Je considère qu'il est important dans ce genre d'analyse de d'abord parler du film en lui-même avant de parler du côté adaptation. Nous allons donc voir si le film est, en tant que tel, un bon film. Et nous allons le passer en revue. Tout commence dans le bureau d'Alexander, un scientifique interprété par Guy Pearce. Quelle heure est-il ? Presque 5 heures. Oh mon Dieu ! En retard à son rendez-vous amoureux parce qu'il est trop obnubilé par son boulot pour s'occuper de la femme qu'il aime. Cliché commun à la quasi-totalité des scientifiques de l'histoire du cinéma. Je sens qu'on est parti pour un film bouleversant d'originalité. Il nous est présenté au travers de son bureau qui nous permet de voir qu'il a inventé la brosse à dents électrique,
ok? Un prototype d'ordinateur parce que c'est vraiment un grand scientifique. Monsieur Einstein mérite toute l'aide que je puis lui apporter. Plus brillant qu'Albert Einstein lui-même. Vous en faites trop. Ça va, on a compris, on la sent sa grosse intelligence. C'est moi le meilleur! Tu me sens, tu la sens, ma grosse intelligence! Tu la sens bien! Ah, et aussi très diversifié le champ des recherches du scientifique capable d'inventer à la fois l'ordinateur et la putain de brosse à dents électrique. Alexander, vivant donc à Londres, pardon, New York, on en reparlera, va donc à Central Park pour rencontrer Emma, la femme qu'il aime et qu'il demande en mariage. Elle accepte, mais pas de bol, un voleur les menace d'une arme et leur demande leurs objets de valeur, incluant la bague de fiançailles qu'Alexander vient d'offrir à Emma. Évidemment, Emma donne au voleur la bague parce qu'on va pas mettre sa vie en danger pour une connerie de bijoux. Merde! Je veux bien qu'elle soit ou très sentimentale ou très vénale, et qu'elle soit attachée à la bague que vient de lui offrir l'amour de sa vie, mais un minimum de bon sens. Le monsieur pointe une arme sur toi et t'es sans défense, t'es pas en position de négocier. Donne-lui la bague putain, il pourrait te buter. Bah voilà, c'est malin. Tu mérites ton sort. Durant 4 années, Alexander vit mal la mort d'Emma, ce qui nous est subtilement montré par le fait qu'il soit décoiffé, mal rasé, qu'il n'ait pas repassé ses chemises, et qu'il n'ait sans doute pas pris de douche. Attendez, ça fait 4 ans qu'il n'a pas pris de douche ? 4 années durant lesquelles il va construire une machine à explorer le temps, afin de retourner dans le passé sauver Emma, avant qu'elle ne se fasse tuer. Il se fait beau, retourne dans le passé, retrouve Emma et l'éloigne du lieu où elle est censée se faire tuer. Sauf que, pas de chance, elle meurt quand même, ailleurs, renversée par une calèche. Ça va, vous suivez? Oui! Parfait. Alexander se rend compte, après seulement un essai, qu'il ne sert à rien de retourner dans le passé pour sauver Emma, car elle mourra à chaque fois d'une manière différente. Je pourrais revenir 1 millier de fois. Je la verrai mourir d'1 millier de façons. Stop, attendez, y a pas un paradoxe temporel? Comment ça se fait qu'Alexander ait les mêmes souvenirs d'Emma après le voyage? Non, parce que du coup, pour le Alexander de l'époque, Emma n'est pas morte avec lui dans un parc, elle est morte accompagnée d'un inconnu en ville. Il aurait quand même pu avoir envie de retourner dans le temps pour la sauver, mais alors le Alexander qu'on a là devrait avoir sa mémoire altérée, non? Bon, on s'en fout. Il se demande pourquoi il ne peut pas changer le passé et sauver la femme qu'il aime, Je ne trouverai pas la réponse ici. et pour répondre à sa question, il va Pas ici. Pas maintenant. dans le futur. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on comprend que c'est pour lui donner la motivation d'aller dans le futur et de continuer l'histoire. Mais là, c'est forcé. Il embarque dans la machine qui, a de la gueule, putain. C'est méga classe, je veux la même chez moi. Et il part dans le futur. Enfin, l'aventure peut commencer, et déjà, petite digression, tout ce que vous venez de voir n'est pas dans le livre. Le film a essayé de rajouter de la profondeur au personnage, avec une histoire d'amour, une perte, un deuil, une quête. Le problème, c'est que comme on l'a vu, ça marche pas des masses, surtout avec cette création du personnage d'Emma, parfaitement superflue. Mais dans le bouquin, le scientifique crée une machine à voyager dans le temps et va directement dans le futur, parce qu'il en a envie, et ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà toutes et tous eu envie de voyager dans le temps, à nos époques préférées, l'époque victorienne, l'antiquité gréco-latine, le haut Moyen-Âge et le futur. Pourquoi ça marche dans le livre ? Parce que l'être humain est fondamentalement curieux de ce qui a été, est et sera. Mon but, c'est d'élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses. Peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question. Pourquoi ? Tandis que dans le film, on tente de donner une explication inutile à cette envie de voyage dans le temps au travers du personnage d'Emma, dont on se fout. La mort d'Emma est juste le prétexte au démarrage de la véritable histoire. Mais bref, revenons-en au fil de l'histoire maintenant que la véritable intrigue commence. Alexander et son voyage dans le futur. Il active sa machine, magnifique, et on voit le temps défiler devant lui à vitesse accélérée dans une très belle scène avec 2-3 idées tirées du film de 1960. Et top! Pourquoi ces avions volent à vitesse normale alors que toute la planète est en vitesse accélérée? Réponse 1, parce que les pilotes conduisent prudemment. Réponse 2, parce que Superman s'est interposé pour ralentir les avions. Réponse 3, pour mettre en scène les avancées technologiques de l'humanité au travers de l'aviation, ce qui aurait mieux marché si cette idée de mise en scène n'était pas en contradiction avec la mise en scène de la même scène. Réponse 3. Et oui, c'était la réponse 3, bien joué. Il s'arrête une première fois en 2030 après avoir aperçu un panneau publicitaire sur lequel il est écrit « Le futur, c'est maintenant ». Ok. Si je devais résumer le film jusqu'à présent en une phrase, ce serait sans doute... Ouvre ton sens de la subtilité, enculé! Il croise une nana qui prend sa machine temporelle pour une machine à café.
Je parie que ça fait un excellent cappuccino. Putain, balèze les machines à café dans le futur. Il se rend dans un fond vert, pardon, un musée. Vérifiez bien s'il vous plaît que vos microscans sont prêts à télécharger. Tommy, si tu refais ça une seule fois, je reséquence ton ADN, je le jure. Le futur. Il tombe malheureusement sur un acolyte comique à 2 balles, une intelligence artificielle à qui Alexander demande des informations sur le voyage dans le temps. L'intelligence artificielle lui répond que H.G. Wells a écrit un bouquin sur le sujet. La machine à explorer le La temps. machine à explorer le temps écrit par H.G. Wells en 1800. Alors, le clin d'œil est joli, mais le problème est le suivant. Le livre de H.G. Wells existe dans la diégèse du film, donc dans l'univers interne du film. Et ce livre raconte peu ou prou la même histoire que celle que va vivre Alexander, ce qui ne peut amener qu'à 2 fins possibles pour le reste du film. Soit Alexander est revenu à son époque pour raconter son aventure à Wells, qui en a fait un livre, et du coup, tout est logique. Soit Alexander ne rencontre jamais Wells, et ça n'aurait aucun sens, sauf si on considère que Wells est un médium, et qu'il a deviné toute l'histoire que celle que s'apprête à vivre Alexander. Et c'est vers ça qu'on se dirige, évidemment. Bordel! Donc ce clin d'œil, en plus d'être gratuit, crée une incohérence. Comment on peut se tirer une balle dans le pied à ce point? Je suis un photonique. Ta mère, photonique bien ta mère. Et pour couronner le tout, il nous fait part des adaptations du livre, y compris de la comédie musicale adaptée du livre. Voulez-vous entendre quelques chansons? Non. There's a place called tomorrow, a place of joy. Mais ferme-la! Alexander fout le camp du musée après que le photonique sa mère l'ait salué. Longue vie prospère. Vous en faites trop. Ça va, on a compris qu'on était dans le futur, et quand bien même, Star Trek est une série des années 60, pourquoi s'en servirait-on dans la vie de tous les jours comme convention sociale? C'est un truc de geek! Encore une fois, c'est un joli clin d'œil, mais ça n'a pas de sens. Imaginez si on faisait vraiment ça dans des discours officiels. C'est comme si à notre époque on avait du Star Wars dans nos déclarations politiques. Good night, and may the force be with you. Non mais ça c'est les USA, c'est un pays débile. Prenez la France, voilà, la France, un pays sérieux. Jamais en France un truc pareil n'arrive. Bon, vous avez compris que moi j'étais le retour du Jedi, hein. Ce pays est foutu. Alexander fout le camp, et je le comprends, pour aller quelques années plus tard où les travaux de forage sur la Lune de cette époque la font s'effondrer sur la Terre. En un mot commençant, c'est l'apocalypse. Mais il arrive à s'enfuir à temps jusqu'en l'an 802 701, où il va rencontrer la civilisation des Eloïs, qui dans le livre sont petits, fragiles, avec des gueules d'anges, androgynes et dépourvus de toute connaissance technologique. Et qui ici évidemment sont l'exact inverse. Évidemment. Ils sont balèzes, de taille normale, avec suffisamment de connaissances technologiques pour construire leur baraque à putain de flanc de falaise. Non, là on a juste affaire à tout le stock de figurants mexicains sous pays d'Hollywood. Ok, puisque les Eloïs du livre n'ont rien à voir avec ceux du film, vous ne m'en voudrez pas si je renomme ces derniers les Mexicains du futur. Alexander essaie de communiquer avec nos Mexicains du futur qui, évidemment, ne parlent pas en... Vous comprenez mes mots? C'est une blague. Ils parlent anglais. Oui, là je vous mets la VF, mais ils parlent anglais. Grâce aux débris de bâtiments de New York ayant survécu à 800 664 ans d'effritement. Évidemment. Alors je sais que les voyages dans le temps ça n'existe pas, mais ça par contre on le sait. On sait qu'une culture ou une langue ne tiendront jamais plus de 800 000 ans. Et petit instant culturel, voici la plus vieille statue du monde. Donc on ne va pas me faire croire que des fresques du métro new-yorkais tiennent le coup plus de 800 000 ans. Et pour la langue, il aurait pu l'apprendre. En quelques mois, en vivant avec eux. Mais ça voudrait dire développer l'histoire et la psychologie des personnages. Donc non. Bref, il rencontre Mara, qui dans le livre s'appelle Wina, mais qui ici s'appelle Mara, parce que, je cite le scénariste, « mes couilles sur ton front ». En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mara l'invite à passer la nuit chez elle où il fera un cauchemar. Les méchants. Il s'avère que tous les Mexicains font ce même cauchemar. Nous faisons tous ce rêve. Ce qui ne l'intéresse pas plus que ça. Sérieusement? Pas très curieux pour un scientifique. Alexander étant toujours en deuil de sa fiancée, Mara lui présente la morale du film. Nous ne nous attardons pas sur le passé, Alexander. Nous ne devrions pas nous attarder sur le passé, mais nous en souvenir en bâtissant des cimetières. Ce que l'humanité fait depuis des dizaines de milliers d'années, depuis bien avant l'apparition de l'écriture. Non, factuellement, la seule différence avec nous,
c'est qu'ils ont remplacé les stèles funéraires classiques par des éoliennes du futur. Donc la morale du film, si on décortique un peu, c'est que nous devrions bâtir des éoliennes. C'est l'industrie du Danemark qui va être contente. Les éoliennes danoises sont les meilleures du monde. Elles sont la principale source d'énergie du Danemark, représentant près de la moitié de la production d'électricité du pays. Un craquage. Mara demande à Alexander de repartir à son époque, mais avec son petit frère pour le sauver. Il semble qu'un danger rôde. Sans déconner. Le danger en question est, dans le livre, l'espèce des Morlocks, branche de l'humanité ayant évolué pour vivre sous terre et ne sortant que la nuit car trop sensible à la lumière du jour, pourchassant et persécutant les Elois pour de sombres desseins. Alors ma question est la suivante, pourquoi Mara ne dit-elle rien à Alexander au sujet des Morlocks? On dirait qu'elle le cache comme si elle en avait honte. Tu ne sais pas tout. Je veux dire, merde, ça n'a aucun sens. C'est comme si on ne disait rien à Luke Skywalker au sujet de l'Empire qui contrôle la galaxie. C'est une information de survie basique au sein de leur univers. C'est là pour entretenir un suspense bâclé. Bref, continuons. Ils se font malheureusement donc attaquer par les Morlocks, créatures ne supportant pas la lumière du jour, sortant en plein jour, ça n'arrive même plus à m'énerver en fait, et qui sont moches. Alors ce n'est pas un problème d'être moche, j'ai plein de potes moches et je les adore, mais là ça me dérange. Je m'explique, dans le livre, les Morlocks sont des créatures nocturnes certes, mais surtout terrifiantes. Dans le bouquin, on n'est pas loin des créatures souterraines de The Descent. Et là, on a juste affaire à des gorilles baraqués et moches. C'est assez dommage d'avoir remplacé le potentiel horrifique des Morlocks par le fait qu'ils soient juste moches. Mara se fait enlever par les moches et les autres Mexicains reconnaissent l'horreur de la situation. On va pas se sortir avec ces surnoms. Mais ne veulent pas se révolter contre les Morlocks de peur de représailles. Seul Alexander et le petit frère de Mara partent à sa recherche. Ils retrouvent le photonique bien sa mère qui marche encore après 800 000 ans. Je sais pas à quoi elle tient la batterie, mais balèze, hein. Ah, c'est logique. Grâce au photonique bien sa mère, ils retrouvent Isengard, le repère des Morlocks. Et c'est là qu'Alexander découvre l'horreur. Les Elois sont entretenus puis chassés par les Morlocks pour leur servir de nourriture. Stop! Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est un symbole de l'horreur de l'Holocauste, le tas de vêtements d'innocents venant de mourir dans les chambres à gaz. Cette façon de disposer les vêtements est une manière d'évoquer l'horreur des camps sans la montrer. Alors, ma question est la suivante, pourquoi foutre ça là? Pour faire un parallèle entre les Elois et les Juifs? Certes, c'est une pratique barbare, mais les Elois ne sont pas menacés d'extermination, ils doivent survivre pour servir de nourriture aux Morlocks. C'est pas pertinent, c'est juste là pour nous induire l'idée que les Morlocks sont des nazis, et donc nous faire comprendre que c'est eux les méchants. Ils bouffent des gens. On avait compris. Bref, le frère de Mara part rechercher les autres Elois pendant que Alexander se fait capturer et emmener au chef des Morlocks, qui dans le livre n'ont pas de chef mais passons. Et waouh, on dirait un boss final de jeu vidéo foireux. Oh, il a pris cher Jeremy Irons. Oui, c'est lui. Quoi? C'est Jeremy Irons ça? Ok, pour celles et ceux qui n'ont pas saisi l'ampleur du bazar, Jeremy Irons, c'est Alfred dans le Snyderverse, c'est Scar dans Le Roi Lion, mais il a aussi joué dans Die Hard 3, et surtout, il est celui qui a interprété le père Gabriel dans The Mission, un film incroyable qui remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes de 1986, l'une des Palmes d'Or les plus méritées de l'histoire des Palmes d'Or. Alors qu'ici, Jeremy Irons remporte juste haut la main la palme du PTDR, qu'est-ce que tu fous là? Ça fout un coup au prestige. Jeremy Irons interprète ici un Morlock avec une tête normale, mais bleue, et un cerveau si développé qu'il dépasse littéralement du crâne. Jeremy Irons explique à Alexander pourquoi il ne peut pas changer son passé, parce qu'il a créé la machine à cause de la mort d'Emma, donc si elle ne meurt pas, la machine n'existe pas. Tu as construit ta machine à explorer le temps à cause de la mort d'Emma. Si elle avait vécu, la machine n'aurait jamais existé, alors comment pourrais-tu l'utiliser pour retourner la sauver? Le simple fait qu'ils construisent la machine à cause de la mort d'Emma fait de cette mort un point temporel inaltérable pour les voyages de la machine. Ça tient la route. À ceci près que si on s'en tient à cette logique, il ne devrait même pas pouvoir voyager dans le temps.
Et pourtant, comme on l'a vu plus tôt, il change déjà le passé. Emma n'est pas morte dans le parc, et ça n'a rien changé au souvenir d'Alexander. Ce film ne respecte même pas sa propre logique interne. Si vous n'avez jamais pris d'aspirine pour un mal de tête, essayez. Aspirine vous soulagera en quelques minutes. Et on découvre que Jeremy Irons a des pouvoirs de télékinésie dignes de Dark Vador, ainsi que la capacité de contrôler mentalement l'ensemble des Elois et des Morlocks. Et on s'en fout. Jeremy Irons laisse Alexander le choix de repartir à son époque, mais ce dernier décide de se battre. Évidemment, film américain oblige, bagarre entre le gentil et le méchant, le tout sur la machine à voyage dans le temps, et Alexander arrive à l'emporter sur le colosse possédant une force surhumaine, des pouvoirs psychiques et télékinésiques. Balèze. Suite à sa victoire sur le méchant, Alexander va dans le futur voir ce que le monde deviendrait avec les Morlocks au pouvoir. Ils auraient cramé tous les arbres parce qu'ils sont méchants. Non, sérieusement, déjà que le repère des Morlocks faisait penser à une contrefaçon d'Isengard, là j'ai l'impression d'être dans une contrefaçon du Mordor. Le Mordux. Et c'est là que Alexander a un dilemme. Il comprend qu'il ne peut pas changer le passé, mais qu'il peut changer le futur. Oh, que c'est profond, on est maître de notre destin. Donc reviendra-t-il sauver Mara et le reste de toute l'humanité, tel un Superman? Oui. Il s'échappe du repère des Morlocks avec Mara grâce à une gigantesque ficelle de scénario. À ce niveau, c'est des cordes en nylon. Les Elois arrivent en dernière minute, pour ne servir à rien, histoire de ne laisser aucune once de subtilité et d'en faire des gentils sans aucun défaut, même s'ils ne servent à rien et... Il a fait le deuil d'Emma. Ça va, c'était rapide. Il était tellement obsédé par sa mort qu'il avait passé 4 années à braver les lois de la physique pour la retrouver, et en 48 heures même pas, il décide d'aller vers une autre. Bah attendez, c'est un film américain. Si le mec et la nana ne finissent pas ensemble à la fin du film, c'est pas normal, même s'ils n'ont vécu aucune histoire d'amour avant. Et le film se finit sur les deux époques superposées dans le même plan, le 19e siècle et le futur dans lequel va rester Alexander, ce qui est plutôt joli, et son ami qui lui est resté au 19e siècle balance son chapeau parce que Alexander n'aimait pas les chapeaux melons. Tous pareils, avec le même chapeau melon. Parce que ces chapeaux étaient trop conventionnels selon lui. Donc la morale du film, finalement, construisez des éoliennes et ne soyez pas conventionnels. Et la musique arrive. Et c'est fini! Nom de Dieu, c'était long. Ce film tient autant la route qu'un Français tient l'alcool. Mais vous pensez bien que si j'ai passé le film en revue, ce n'est pas que pour le plaisir de tirer sur l'ambulance. C'est surtout pour essayer d'aller plus loin et de tenter de comprendre pourquoi ce film déconne. On entre dans la partie analyse de la vidéo. Donc asseyez-vous, mettez-vous dans un petit plaid dans votre canapé, prenez une boisson chaude, café, thé, chocolat chaud. Personnellement, j'ai mon petit maté. Délicieux. Prenez peut-être aussi un truc à grignoter. Si vous prenez un truc salé, prenez aussi de l'eau parce que évidemment salé ça donne soif. Et sinon, on est parti. Ce film n'est pas un mauvais film, c'est un film raté. La différence est énorme. Un mauvais film est un film cynique qui veut t'extorquer de l'argent ou qui te prend pour un con. Là, on a affaire à un film raté, un film qui avait de bonnes intentions de départ et qui s'est planté. Le film est donc raté et comporte à mon sens 3 problèmes que j'ai classés par ordre d'importance croissante. On est parti. Premièrement, le scénario. Qu'on a vu au fur et à mesure du résumé, les ressorts narratifs sont éculés, les symboles bâclés, des personnages mal écrits, des questions basiques et sans réponse, des clichés sexistes, bref, c'est raté, et le pompon, c'est la morale. Je résume, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le futur, car on est maître de son destin, donc il faut aller de l'avant. Bon, déjà c'est ultra simpliste, mais en plus c'est bâclé, puisqu'il arrive à changer le cours des choses 2 fois. Il change la mort d'Emma, et après avoir vu le futur des Morlocks, décide de le changer. Simpliste et mal fait donc. Deuxième problème, les règles du voyage dans le temps ne sont jamais clairement établies. Le problème et la beauté des voyages dans le temps, c'est que ça n'existe pas. On peut tout faire, mais il faut que chaque scénario invente ses propres règles et s'y tienne. Prenez par exemple Looper, Retour vers le futur, L'effet papillon et Avengers Endgame. 4 excellentes écritures de voyage dans le temps qui pourtant ne sont pas du tout basées sur les mêmes règles. Et c'est pas grave parce que chaque film prend la peine et le temps d'exposer son univers et ses règles. À vous de voir si ces règles vous semblent réalistes, mais dans le contexte des films, elles sont vraisemblables, elles paraissent cohérentes. Or, dans La machine à explorer le temps, on enchaîne les situations inexpliquées avec un bon « ta gueule, c'est de la SF ». Mais non, faut être cohérent. Et pour finir, 3e et plus gros problème, le travail d'adaptation. Alors, histoire d'être totalement de bonne foi, on va d'abord en dire du bien. Dans le livre, l'explorateur du temps n'a pas de nom. Il a donc fallu lui en trouver un pour le film. Et ils ont choisi
Alexander, qui est un nom qui existe. Voilà, c'était mon point positif. Maintenant, on va parler de ce qui déconne. On y vient enfin. Ça va chier. Bon, déjà, la date. L'année est respectée, et pour une histoire de voyage dans le temps se voulant fidèle au livre original, c'est cool. Non, là où ça fait mal, c'est dans le lieu. Et là, je n'aurai qu'une seule question. Qui est le fils de français qui a fait la géographie? Le professeur Pédoncule? Qu'est-ce qu'on fout à New York, bordel de merde? L'histoire du livre se situe au Royaume-Uni, mais ce n'est pas gratuit. C'est là qu'a émergé la révolution industrielle avec tous les inventeurs et inventrices rêvant de science. Ce fut ensuite le tour de la Belgique et du reste de l'Europe continentale, puis les USA. L'Europe, à cette époque, dominait le monde, économiquement, mais aussi en termes d'avancées technologiques. Alors pourquoi situer l'action aux USA? Parce qu'apparemment, les ricains ne savent pas s'investir émotionnellement dans une histoire qui ne se passe pas chez eux. Oh là là, si on suivait cette logique, 2001, Casablanca et Metropolis seraient de mauvais films. Ce qui est rigolo, c'est que c'était ce que pensait H.G. Wells au sujet de Metropolis. Selon lui, le film n'était, je cite, qu'un ramassis d'à peu près tous les clichés, sottises et platitudes possibles. Heureusement qu'il n'a jamais vu La Machine à explorer le temps de 2002. Attendez, c'est pour ça qu'en début de film, il y a une allusion à Metropolis? Je sens que tu essaies de me dire un truc, film, mais tu es à la ramasse, tu es bourré. Alors tu vas rentrer chez toi, te passer d'eau sur la nuque et te foutre au pieu. Non, t'inquiète, je gère, t'inquiète. Bref, je vais pas revenir sur chaque détail, on en aurait pour des heures. Mais ce qui dérange, c'est que le livre a un message clair et établi, qui tient la route, là où le film se casse la gueule comme Coluche en moto. Je pense en fin de compte que le meilleur exemple pour illustrer ce ratage du travail d'adaptation, c'est ce qui a été fait des deux peuples du futur, les Eloïs et les Morlocks. Dans le livre de Wells, les Eloïs et les Morlocks sont des allégories. Wells était un progressiste engagé. Il se considérait socialiste. Il avait un discours sur la lutte des classes. Et ce discours est présent dans La Machine à remonter le temps. Le mot communisme apparaît 5 fois dans le bouquin, et de façon positive. Le voyage dans le temps est un prétexte pour lui. Il veut en réalité nous parler de ce que deviendrait l'humanité si on continuait sur cette voie d'une société inégalitaire et fondée sur l'exploitation de la classe ouvrière. Dans le livre, les Eloïs sont une allégorie de la classe dominante, les riches bourgeois qui deviendraient de plus en plus apathiques, sans aucune empathie, au point que dans le livre, ils laissent l'un des leurs se noyer sans que personne n'en ait rien à foutre. Ils seraient oisifs et désintéressés de tout, sauf de leur propre plaisir, et seraient esclaves de leur propre système, les considérant au mieux comme des consommateurs, au pire comme des consommations. Consommation? Cannibalisme? Vous commencez à faire le lien avec les Morlocks? Parlons des Morlocks justement. Dans le livre, ils sont les opprimés de la société, les prolétaires et les ouvriers. C'est pas pour rien qu'ils vivent sous terre avec des machines. Dans le film, c'est juste là pour nous dire qu'ils sont méchants et du coup qu'ils vivent sous terre dans l'ombre. Mais dans le livre, ils sont les mineurs qui, à force de vivre sous terre, se seraient adaptés au fil des siècles pour pouvoir voir dans le noir. Et là, le cliché que Wells emploie pour faire l'allégorie de la classe populaire, c'est la violence. En effet, les classes populaires ont toujours été associées à la violence bestiale et vulgaire, et ce cliché est encore présent aujourd'hui. Je précise évidemment que ces clichés qu'utilise Wells, il les utilise comme tels, des clichés. Qu'il traite d'ailleurs avec une certaine ironie, le personnage principal de son livre étant un scientifique, et donc faisant partie de la classe dominante. Ici donc, les Eloïs et les Morlocks sont pour Wells une dystopie de notre système capitaliste. Le message est donc malgré tout toujours d'actualité. Le livre nous dit finalement: regardez notre société, voilà vers quoi cela pourrait déboucher. Poussés à l'extrême, nous deviendrions inhumains, bouffés littéralement par notre système. J'ai pas dit que c'était joyeux. D'autant plus, et c'est là que le film devient une insulte au bouquin, le livre se finit mal. Vous voyez Mara. Dans le livre, elle s'appelle Wina. Et dans le livre, Wina crame. Brûlée vive après que l'explorateur ait mis le feu à une forêt pour repousser les Morlocks. Un instant qui te fait comprendre qu'il est tout aussi animal et barbare que ses ennemis. Là où le Alexander du film de 2002 est un Superman parfait et irréprochable à la limite de la caricature de la princesse Disney. Et ça ne s'arrête pas là, car dans le livre, il continue son voyage dans le futur, jusqu'à la fin du monde lui-même et où l'humanité aurait disparu, laissant place à des créatures insectoïdes et rampantes, montrant l'absurdité de nos vies et de notre système. Je rappelle que ce livre a été écrit en 1895. C'était révolutionnaire! D'autant plus qu'il mettait clairement en scène le principe d'évolution des espèces, idée encore très neuve et très contestée pour l'époque.
et prenant en compte l'impact du temps sur les langues, les cultures et les monuments, ce qui rend le livre de 1895 plus réaliste qu'un film sorti en 2002. Le livre est donc un pamphlet, véhiculant une idéologie en plus d'être un livre d'aventure. Et en vrai, le film passe comme petit film d'aventure, mais on fait les comptes ? On a troqué un livre précurseur avec une histoire cohérente, réaliste, au message sombre, au sous-texte politique invitant à la réflexion, avec des personnages développés remettant en question notre réelle humanité, contre un petit film d'aventure bancal ? Non. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait eu un autre film, sorti en 1960, et ce film comporte lui aussi des perles d'irréalisme. L'anglais est toujours parlé par les Eloïs, l'explorateur survit à une bombe atomique, et les livres restent quasi intacts à des siècles d'effritement. Et pourtant, ce film a une excuse en béton, le contexte de sa sortie. À cette époque, la SF avait peine à être prise au sérieux. Le grand public accordait très peu de crédibilité au genre, et c'était donc très risqué pour un studio de produire un film de SF. Donc là, la simplification du livre s'explique par une volonté de rendre accessible au grand public un genre qui arrivait à peine à faire ses preuves. Et finalement, ça donne un film gentillet, mais pulp, malgré tout très ambitieux et créatif. Et ils ont même rajouté par-dessus la thématique de la guerre froide inhérente à cette époque. Dans le film de 1960, on se dédouane de toute notion de crédibilité réaliste, ce qui compte c'est le message anti-guerre et le divertissement de série B. Et ça marche. Et tout ce côté pulp, vu qu'il reste assez bien fait, a finalement réussi à renforcer le côté aventure de l'histoire de base. Je veux dire, regardez-moi ça, on est plus proche de la petite aventure à la Star Trek que de la grande fresque épique. Mais ça marche. Et même si ça n'en fait pas une bonne adaptation, ça en fait au moins un bon film, ce qui est déjà ça de prix sur le film de 2002. Dans le film de 2002, les Eloïs et les Morlocks sont juste deux peuples du futur. On retire toute la charge pamphlétaire socialiste de Wells pour la remplacer par une autre, celle des Morlocks qui sont des nazis, qui vivent sous terre parce que... nique ta mère. Alors, c'est peut-être de la surinterprétation, mais les symboles sont là. Les Eloïs seraient une allégorie des Juifs, et les Morlocks des nazis. Ce qui crée malheureusement un décalage malaisant avec le livre. Car quand on observe la transition entre les symboliques des Morlocks et des Eloïs du livre vers le film, de façon parfaitement involontaire et en prenant son sujet par-dessus la jambe, le film a fait des pauvres les nazis, et des riches les Juifs. Vous comprenez en quoi ce film contient involontairement un sous-texte particulièrement peu appréciable ? Oui, je sais que c'est pas fait exprès, mais les symboles sont là, et comme on dit chez les Juifs, faut pas déconner. Conclusion, le film est raté en tant que film, mais surtout en tant qu'adaptation. Je vous conseillerais donc plutôt le film de 1960, qui certes n'est pas une bonne adaptation, mais qui au moins est un très bon film de série B, très divertissant. Et l'air de rien, assez culte et ayant marqué les esprits. Et si vous voulez du pamphlet socialiste, avec une histoire sombre sur l'avenir de l'humanité, avec des éléments fondateurs de la SF, lisez le livre. Après, on est là sur un exemple assez extrême. Il existe des films bien plus ambigus sur leur travail d'adaptation, et donc bien plus intéressants. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà parce qu'au bout d'une demi-heure, ma grand-mère s'est sûrement endormie en regardant la vidéo, mais surtout parce qu'avant de passer à la suite, je ferai d'abord une petite vidéo plus posée pour parler des meilleurs films de voyage dans le temps, histoire de contrebalancer un peu la daube d'aujourd'hui. Donc abonnez-vous histoire de ne rien louper des futures vidéos, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine.